Bonjour à tous, merci de votre participation à ce webinaire. Je m'appelle Florence Picard, j'ai le plaisir d'être en charge des groupes de travail blockchain et crypto-monnaie, que je vous invite d'ailleurs à rejoindre si ces sujets vous intéressent. Je co-présente ce webinaire avec mon complice Vincent Roger qui œuvre sur ces groupes de travail. Alors, ça doit être au moins la 8e conférence sur le thème blockchain que nous organisons et ce n'est pas fini. Je peux vous annoncer dès maintenant qu'il y aura un autre webinaire. Il est déjà prévu le 1er juin sur le sujet du modèle économique du Bitcoin et ce sera avec Louis Bertucci. Après avoir regardé le protocole historiquement de comment nous avons avancé, donc nous avons d'abord regardé le protocole Bitcoin sous l'angle du chiffrement et de la théorie des jeux, c'était en 2016 je crois, et nous avons essayé d'envisager des applications possibles pour nous les actuaires, notamment avec la blockchain Ethereum, les smart contracts, et une activité d'assurance en peer-to-peer. Il y avait eu des essais aux États-Unis. L'utilisation de blockchain privée entre partenaires d'assurance, il y avait eu ça entre réassureurs et courtiers. Donc, on avait regardé des applications. Ce marché n'a pas vraiment décollé à ce moment-là, sans doute que l'une des raisons s'explique sûrement par le fait que le cadre réglementaire n'était pas là. Et puis, donc, après nous être intéressés à ces sujets, d'ailleurs même un peu parallèlement, nous sommes intéressés à l'industrie des cryptoactifs, justement à la mise en place des réglementations comptables, fiscales, etc. Ce qui a permis une entrée progressive dans le monde très respectable des institutions, banques, gestion d'actifs, le développement de la DeFi, un début de développement, la finance décentralisée, d'abord aux États-Unis et beaucoup plus prudemment en Europe. Sont apparus également les projets de e-devises et la perspective d'un éventuel impact des crypto-monnaies et de la DeFi sur la privacy. La CNIL s'en était émue. Et le système monétaire international, puisque il est évident que l'apparition de e-devises modifierait ou pourrait modifier considérablement ces choses-là. Alors, les webinaires, une partie des conférences étaient du temps ancien, d'avant la Covid, et donc ne sont pas enregistrés, mais les plus récents sont disponibles sur le site. Et donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller les consulter. Le domaine blockchain, il est donc particulièrement large et il est bien difficile à embrasser. Et la DeFi, c'est quelque chose d'extrêmement déroutant qui est potentiellement extrêmement disruptif. Aussi, ça ne laisse pas du tout indifférent. En France, il y a des fans et puis il y a d'autres qui sont très suspicieux. Les avis sont souvent très passionnés. Et donc la question se pose, est-ce qu'il est bien raisonnable de s'en servir dans un métier aussi sérieux que celui de l'assurance? Le cadre des cryptoactifs, est-ce que c'est adapté à nos activités, aux activités de l'assurance? Donc bien sûr, on n'a pas l'ambition de répondre à toutes les questions, c'est évident. On voudrait simplement ce soir éclairer quelques aspects pour apporter de la rationalité dans les débats. Car pour entrer dans les usages des actuaires, l'utilisation de blockchain et crypto-monnaies, ça doit être sécurisé sous plusieurs angles, à la fois sous l'angle juridique, la réglementation, mais aussi celui bien sûr, de la sécurité technologique et de la pérennité du modèle économique. Et ce modèle économique, cette pérennité, elle dépend du minage, la motivation, le comportement des mineurs
lequel dépend en partie du contexte de développement durable, la nature, le coût de l'énergie, du matériel informatique. Et c'est tout cet ensemble qui est juridique d'un côté, et puis la pérennité du modèle également, la sécurité du protocole, bien évidemment, mais également de l'ensemble qui accompagne, qui est nécessité par l'industrie des blockchains. Donc aujourd'hui, on aborde quelques points précis sur ces deux volets. D'abord, la réglementation avec le futur régime européen MiCA, la création d'un statut européen de prestataire de services sur cryptoactifs, un peu inspiré du régime PSAN, prestataire de services sur actifs numériques en France, et qui nécessite également une définition de ce qu'est un cryptoactif. Et c'est Sarah Compagnie qui nous en parlera. Et ensuite, nous aborderons un point particulier de la sécurité du protocole Bitcoin sous un angle ludique, n'est-ce pas? C'est Cyril Grosban qui nous en parlera, et ça concerne notamment le minage. Donc, je passe sans plus attendre la parole à Vincent pour la première partie. Merci Florence, bonjour à tous, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter Sarah Compagnie qui va nous éclairer sur les aspects réglementaires, comme l'a rappelé Florence. Donc, Sarah est une avocate indépendante spécialisée dans le secteur de la blockchain depuis plus de 5 ans. Elle intervient sur l'ensemble des domaines liés au bouleversement de la digitalisation des activités économiques, des termes que vous avez tous entendu parler, les NFT, les cryptos, les stablecoins, les monnaies numériques, les PSAN, les métaverses, etc. etc. Donc Sarah intervient, comme je le disais, en tant qu'avocate indépendante, mais elle est également impliquée dans différentes activités de lobbying, tant au niveau national qu'au niveau européen. Et elle dispose d'une spécialisation également en droit des données personnelles. Donc Sarah, forte de ce brillant CV, sera parfaitement à même de nous éclairer sur les différents enjeux réglementaires. Donc il y en a plusieurs. Le futur régime européen MiCA, dont vous avez certainement entendu parler dans la presse, suite au débat sur le traitement d'un des protocoles de Proof of Works qui est sous-jacent à certains protocoles de crypto. Elle nous parlera également de l'articulation de ces règles avec le futur paquet législatif sur la finance numérique, et également tout ça en lien avec le cadre actuel de la loi Pacte en France et la comparaison avec ce futur régime traitant des cryptoactifs. Bon, naturellement, Sarah ne va pas nous faire un cours de droit du numérique, mais s'attachera à travers son expérience à nous donner des différents exemples et cas d'usage en lien avec l'assurance. Tout ça pour, j'espère, vous rassurer à l'issue de cette présentation sur votre capacité à tous, individuellement tant que collectivement, à aborder sereinement le sujet très vaste des cryptoactifs et de sa mise en place, son implémentation dans le secteur de l'assurance. Voilà, je laisse la parole à Sarah. Et si vous avez des questions en termes de... N'hésitez pas naturellement à les poser, vous les poserez dans le chat et nous interrogerons Sarah au fur et à mesure, ou alors à la fin de chacune des parties de sa présentation, de manière à éviter d'avoir une présentation trop hachée. Voilà. Eh bien, écoute, c'est à toi, Sarah. Merci Vincent et merci pour ces louanges sur mon profil. Je précise juste que en fait, je ne suis pas indépendante mais associée au sein du cabinet Aleph Avocat et j'exerce en fait dans le domaine de la blockchain avec mon associée qui est Anne Raoul Tardieu. Anne a notamment été en charge des enregistrements des prestataires sur cryptoactifs à l'AMF pendant plus de 10 ans. Et puis moi, j'avais commencé à exercer à Londres puisque j'ai aussi le statut de sollicitor. Et oui, effectivement, en fait, au lieu de vous assommer avec des concepts juridiques, je préférais vous donner une vision très pratique de ce qui se fait et comment ça peut impacter votre métier, le cas échéant, et puis de montrer aussi qu'il y a des problématiques très riches et très stimulantes intellectuellement. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer
mes slides. C'est bon, si tu peux le mettre en affichage plein écran. Parfait. Remets ton micro peut-être. Non, ton micro est toujours éteint, Sarah. En fait, il semble que si je lance la présentation, le micro se coupe. Alors, ce que je vais faire très rapidement, c'est que je vais envoyer la présentation à Vincent. Et puis, Vincent, malheureusement, tu vas devoir passer les slides à ma place. Pas de souci. Un expert doit savoir tout faire. Voilà. Alors, je viens d'envoyer en PDF. Alors, j'en profite juste avant, pendant que Vincent se prépare à montrer les slides. Il me semble que Cyril va vous parler du point de vue technique et mathématique du protocole Bitcoin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein d'autres protocoles. Bitcoin, c'est le premier. C'est de là que dérive la résolution du problème mathématique de non-double dépense. Donc, c'est intéressant de comprendre ce protocole parce que de là dérivent, ou en tout cas sont nés, les autres protocoles et les autres tokens. Pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, c'est moins le Bitcoin qu'on va regarder, en tout cas qui est le support d'activités qui peuvent impacter le monde de l'assurance. Vous avez probablement déjà entendu ça parce que tout le monde le dit, c'est que là où Bitcoin est un protocole qui est limité, mais de manière volontaire en fait, puisque le but originel, c'était de résoudre ce problème. Ethereum a proposé un protocole qui permettait également de ne pas avoir une duplication numérique des valeurs qui sont transférées, mais aussi de faire, entre guillemets, exécuter sur la blockchain tout type d'instructions, qu'on dit donc Turing complet, donc tout type d'instructions qu'un ordinateur pourrait faire. Théoriquement, on pourrait l'implémenter sur une protocole qui le permet. Donc aujourd'hui, quand on va parler de smart contracts, et d'ailleurs, je vais revenir sur les notions fondamentales, parce que d'après ce que j'ai compris, il y a des personnes qui sont plus ou moins aguerries, et je vais être sûre que tout le monde puisse suivre la présentation. Donc voilà, et en fait, en matière de sécurité, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on va le voir au moment du dépôt pour faire une demande d'enregistrement ou d'agrément auprès du régulateur, qui va être l'AMF, vous allez avoir une étape qui consiste à démontrer que vous avez les normes de sécurité qui sont suffisamment, qui répondent en fait aux standards qu'attend l'ANSSI. Et en fait, on le voit, et je vais vous montrer un peu les chiffres. La majeure partie des problématiques qui peuvent se poser pour un PSAN aujourd'hui, ce sont des problématiques de type cybersécurité et sécurité. Donc, évidemment qu'en tant qu'actuaire, si vous avez vocation à venir évaluer les risques et à protéger, notamment en termes de fonds, de perte de clés, de hacks, etc., il faut absolument que cette partie-là du risque soit comprise. Alors, je ne sais pas si Vincent, du coup, tu as reçu mon PDF. Pas encore, je suis désolée. Alors, pas de souci. Donc, je vais en profiter pour expliquer un peu comment j'ai procédé pour cette présentation. En fait, le déroulement du raisonnement, ça va être le suivant. On va regarder une première partie introductive pour contextualiser la présentation, c'est-à-dire qu'on va regarder un petit peu l'impact que peut avoir les cryptoactifs sur le métier de l'assurance et donc indirectement sur le métier des actuaires. Vous avez probablement déjà entendu les notions qu'on va aborder, que ce soit d'un point de vue marketing ou de projet, etc. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était épurer tous ces concepts de notions marketing ou même de notions présentées de manière technique, parce qu'en fait, ce qui intéresse le régulateur, c'est leur qualification juridique. Donc, c'est intéressant de voir un petit peu, nous, comment on requalifie juridiquement ce qui peut être, par exemple, un smart contract, un oracle, qu'est-ce que c'est que ces choses-là et qu'est-ce que ça va avoir comme impact, puisque pour comprendre le rôle de chacun
et leur responsabilité, il faut évidemment comprendre de quoi on parle et du coup, quelles sont les obligations qui sont sous-jacentes à l'usage de ces technologies d'un point de vue juridique. Donc, l'idée, c'était plus de vous donner une vision holistique que de rentrer dans des détails très précis. C'est pas l'idée d'aujourd'hui, c'est pas d'être exhaustif et de vous parler de tous les types de cas d'usage et de regarder finalement quels sont tous les risques, etc. Mais c'est de comprendre comment est-ce que les technologies fonctionnent et quels en sont les cas d'usage aujourd'hui et potentiellement demain. Ensuite, dans un dernier temps, dans cette première partie, on regardera les cas d'usage les plus fréquents. Et en fait, à la fin de chaque partie, je vais essayer, en fonction du temps, de faire une petite pause, m'assurer que tout le monde a bien compris, vérifier s'il n'y a pas des questions. Et puis, si tout est bon, on passe à la partie d'après. Donc, une fois que je définis les notions, on va regarder les risques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue juridique, ce n'est pas le risque qui est pris en compte pour le régulateur. Le régulateur, il raisonne en termes d'obligation. Donc, quand vous allez regarder la loi, vous n'allez jamais voir voilà, une classification par risque. Vous allez regarder que le PSAN a telle ou telle obligation. Et donc, en fonction des obligations qu'il a, il va en découler des risques. Pourquoi est-ce que j'ai basé ma présentation sur une classification par risque? C'est parce que je me suis dit qu'en tant qu'actuaire, ce qui vous intéresserait, c'est d'une part l'identification de ces risques pour en faire une évaluation. Donc, j'ai aussi essayé de faire des petites recherches en termes de chiffres et de données pour pouvoir vous montrer un petit peu ce qui serait pertinent pour votre métier. Et ensuite, une troisième partie, je vais terminer avec une tentative d'évaluation de ces risques. Alors, je ne prétends pas du tout que ce sont des critères qui sont exhaustifs ou même pertinents dans tous les cas. L'avantage, c'est que ça permet de comprendre les raisonnements qu'on peut mettre en place pour essayer de quantifier, parce que le souci majeur auquel les PSAN vont faire face, c'est qu'à la suite de l'entrée en vigueur de MiCA, l'agrément va devenir obligatoire. Aujourd'hui, en fait, si on veut être un prestataire sur actifs numériques, on peut soit demander un enregistrement qui est obligatoire dans certains cas et on va le voir, soit demander un agrément qui est beaucoup plus lourd. Aujourd'hui, personne n'a l'agrément. Après MiCA, on n'est plus sur un modèle d'enregistrement, on va basculer sur l'agrément. Or, lorsqu'on a une demande d'agrément, il va y avoir une nécessité d'obtenir une assurance professionnelle. Et donc, si on n'est pas prêt, si les assureurs ne comprennent pas de quoi il s'agit et comment proposer ce contrat d'assurance, on va avoir un blocage qui va avoir lieu. Donc, au plus vite, il faut essayer de réfléchir comment on quantifie et comment on peut proposer des solutions d'assurance. Et Florence l'évoquait tout à l'heure, ce sera d'autant plus compliqué avec le monde de la DeFi, où vous avez des smart contracts qui vont essayer de jouer le rôle d'assurance en poulant en fait des actifs et en répartissant, donc en désintermédiant. Enfin, il y a des choses très rigolotes et on va essayer d'en parler aujourd'hui si on a le temps. Mais voilà. Alors, Vincent, est-ce que tu as reçu mes slides? Non, je suis bien embêté, Sarah. Alors, c'est étonnant. Je vais retenter alors. C'est pas allé dans tes spams? Non, non, je vérifie, désolé. Non, mais sinon, ce que je peux faire, c'est rappeler et puis en fait faire le son au micro. Et d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Je vais faire ma présentation et puis je vais appeler la conférence. Ce sera plus simple comme ça. Hop. Alors, je vous lance la présentation. Welcome to Google.
Alors juste Vincent, quand je me connecte par téléphone, il me dit que je suis la seule dans la réunion. Donc petit souci. Sarah, c'est Samuel, je vous ai envoyé mon adresse email. Essayez de me l'envoyer et je vais le faire le partage. D'accord, merci. Merci. Alors là, nous avons David Schraub qui est aux États-Unis qui nous dit qu'il existe un projet de recherche qui se place précisément sur ce point, comment offrir une offre d'assurance anti-hacker pour les acteurs de DeFi. Alors, tu peux nous dire dans le chat, David, si c'est aux États-Unis, il dit que ça devrait être disponible dans 3-4 mois, mais ça doit être une étude américaine, je suppose. Alors en fait, oui, enfin, pour rebondir là-dessus, il y a des projets en fait qui existent et qui sont en cours d'élaboration. Simplement, ce ne sont pas des projets qui sont acceptés par le régulateur comme offrant une assurance au sens juridique du terme. Alors c'est pour ça qu'en fait, peut-être potentiellement qu'il va falloir faire évoluer les standards pour voir un petit peu comment le tout fonctionne. Alors je ne sais pas si la personne a... Alors, David Schraub nous dit que les chercheurs sont basés à Hong Kong. Voilà, voilà. Alors, Samuel travaille, il pédale et il va nous mettre les slides. Je l'aurais reçu, mais pour l'instant... Il est très doué, Samuel. Oui. Petit problème. Non, mais c'est pas grave, je vais continuer sans slide pour le moment. Un point, donc juste d'actualité, aujourd'hui, en fait, malheureusement, on a eu le vote d'une réglementation qui s'appelle transfert de fonds et qui, en fait, étend ce qu'on appelle la travel rule aux cryptoactifs. Et en fait, la conséquence de cette règle, c'est que malheureusement, en fait, on va se retrouver dans une situation où, dans les faits, on ne va plus vraiment avoir de ce qu'on appelle wallet anonyme. Et en fait, ce qu'évoquait Florence par rapport à la protection des données personnelles, en fait, on va avoir un gros problème qui est que, étant donné que toutes les transactions sont traçables sur une blockchain, si on n'a plus du tout de portefeuille anonyme, on va se retrouver dans une situation qui serait équivalente à ce que les comptes bancaires de tout le monde ici, avec leur solde, soient visibles par n'importe qui aurait accès en fait au KYC, enfin à l'identité d'une personne dont au moins un des wallets serait tracé. Et malheureusement, en fait, ça s'est passé. Donc, bon, c'est très délicat. On va voir ce qu'il en est. Mais concrètement, on ne peut pas en fait réglementer bien ces technologies si on transpose en fait que des choses qui existent déjà sans avoir véritablement compris comment elles fonctionnent. Donc, essayons de ne pas commettre les mêmes écueils dans le secteur de l'assurance parce que les mécanismes et les fonctionnements sont vraiment différents. Alors du coup, là, pour la première partie, j'ai quand même besoin des slides dans la mesure où il y a des données chiffrées. Attendez, je retente le coup de téléphone parce qu'apparemment, il y a un petit souci de transmission. Bienvenue sur Zoom. Veuillez entrer votre identifiant de réunion. Par rapport à ce que disait Sarah, on est presque entre deux domaines. Ou bien tout est transparent et il n'y a plus d'anonymisation, ou bien si on est par exemple sur des e-devises, l'État sait tout de vous. Alors il n'y a pas... Et avec une capacité à intervenir au niveau de chaque transaction faite sur les e-devises. Donc, c'est très intéressant de voir que ces technologies, quand on essaye de les faire rentrer dans les mécanismes habituels, ont des effets pervers tout à fait contraires à
en tout cas, leur souci d'origine, qui était à la fois la solidité, l'irréversibilité comme de la blockchain et l'anonymat. Alors là, nous avons les slides, mais nous n'avons pas le son. Est-ce que vous m'entendez? Là, on vous entend, Sarah. Voilà, vous pouvez vous lancer. Il faut que tu coupes le haut-parleur et le micro de ton autre PC. Exactement, c'est comme ça. Ok, bah c'est parfait. Allez, vas-y, la parole est à toi. Et puis, excusez-nous Okay. pour le petit retard au démarrage. Oui, alors pas de souci. Donc du coup, vous voyez bien mes slides. Donc ça, c'était la présentation. Voilà. Donc en fait, en novembre 2021, vous avez la capitalisation boursière des cryptoactifs qui a dépassé 3 000 milliards de dollars au niveau mondial. C'est des informations qui sont publiques. Et donc, en fait, à partir de là, bon, c'était déjà le schéma classique, mais en fait, on a eu des institutionnels qui se sont intéressés au secteur et d'où, en fait, la démocratisation et le développement de plus en plus professionnel de ce marché, puisqu'on a en fait un x6 en moins d'1 an et un secteur qui est en plein essor. Alors, la taille du marché de l'assurance sur la blockchain, en fait, il y avait eu un rapport qui avait été fait et qui a estimé à 64,5 millions de dollars en 2018. Et l'estimation qui avait été donnée d'ici 2023, c'était que ça allait atteindre 1393 millions de dollars d'ici 2023, c'est-à-dire un taux de croissance environ de 84,9%. Donc, c'est totalement inédit, mais ça montre aussi qu'en fait, c'est un vrai marché et que ça va fatalement impacter le métier d'assurance, que les personnes soient prêtes ou non, parce que les individus vont s'y intéresser et que les entreprises vont de plus en plus avoir cette demande et que, en fait, soit on va avoir des acteurs qui, en France ou en Europe, seront capables de proposer des solutions, auquel cas, en fait, on va attirer ces acteurs, ou alors on va rester sur un schéma où ce sera à Hong Kong, aux États-Unis, etc., qu'on aura des solutions. Et c'est vraiment un manque à gagner qui serait énorme. Alors, pourquoi est-ce qu'on a de plus en plus de smart contracts qui sont utilisés pour exécuter des obligations contractuelles, etc. La principale raison, c'est en fait la transparence des prestations, des primes, la rapidité des indemnisations, parce que c'est quasi instantané, tout est automatisé, et la réduction des coûts de gestion. C'est pour ça aussi que ça intéresse de plus en plus les entreprises, puisque ça ne nécessite plus en fait du management humain, et donc voilà, on bascule sur une automatisation même de ce secteur-là. Et ça représenterait l'estimatif de 5 à 10 milliards d'économies potentielles. Donc, en fait, il va y avoir clairement une nouvelle mission de la part des actuaires qui est cette évaluation et cet encadrement. Toutes ces données, en fait, elles viennent d'un rapport PwC qui s'intitulait Une opportunité à 5 milliards de dollars pour ceux qui voudraient aller regarder les chiffres un peu plus en détail. Alors, en fait, comme j'avais dit, on va peut-être commencer par les notions fondamentales, même si en fait maintenant tout le monde sait à peu près ce que c'est qu'un smart contract. Pour la simple raison qu'on avait dit, je veux juste m'assurer que tout le monde sait bien ce que c'est et éviter toute considération marketing là-dedans. Donc en fait, une blockchain, ça se compose de plusieurs couches informatiques, plus ou moins. Alors sans rentrer dans trop de détails, vous avez deux types de comptes sur Ethereum, puisque les smart contracts, c'est souvent sur Ethereum. Vous avez des comptes qu'on appelle des EOA, les Externally Owned Accounts, qui sont en fait contrôlés par des personnes privées et qui sont accessibles avec des clés privées, donc exactement comme sur Bitcoin. Pour rappel, pour ceux qui ne sauraient pas, les clés privées, c'est ce qui permet en fait de mouvementer ou d'envoyer des instructions à une adresse. Donc, c'est l'équivalent en fait d'un code PIN pour votre carte bancaire. Imaginons vous avez le numéro de la carte, c'est votre adresse publique. Seul vous connaissez le code PIN pardon, de la carte de la carte bleue. Donc, derrière, si vous voulez faire un transfert d'une personne A à B, vous rentrez ce code PIN. Donc, c'est la clé privée. Et vous avez des CA, des Contract Accounts, et c'est en fait des sortes de robots qui permettent d'exécuter des transactions qui sont paramétrées par eux des êtres humains.
Et c'est ces fameux smart contracts. Bon, je simplifie un petit peu, mais c'est pour aller vite puisqu'on n'a qu'une heure. Mais voilà, les smart contracts, c'est une sorte d'entité qui existe sur une blockchain et qui peut faire qui peut en tout cas exécuter des transactions. Sur une blockchain, donc on a dit on a plusieurs couches et donc l'une d'elles va permettre de programmer des instructions et sur le modèle en fait très simple de dire si tel et tel paramètres sont remplis, alors je peux obtenir l'exécution de la transaction. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi on parle de smart, puisque bon, plein de gens ont dit non mais c'est pas vraiment des contrats intelligents parce que ça fait que paramétrer, etc. C'est en fait le néologisme qui était utilisé par Nick Szabo pour en fait dire qu'on met à niveau technologique une technologie existante. Donc, par exemple, quand vous avez vos smartphones, les smart cities, etc., c'est la pratique marketing de dire bah, je mets smart devant pour dire voilà, on fait une mise à niveau technologique. Donc, ici, le préfixe smart va traduire le caractère programmable du contrat. Ce n'est pas que le contrat est intelligent, ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. C'est vraiment juste un contrat, mais un contrat au sens informatique plutôt que juridique, et dans le sens où il va y avoir un lien transactionnel qu'il peut avoir avec une personne A et B. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant de connaître cette définition? Parce qu'on l'a vu dans le monde des assurances, c'est notamment grâce à ce concept qu'on va pouvoir automatiser des remboursements ou des prestations, et on va y venir dans une troisième partie. Je voulais évoquer le terme de DApps aussi et de DAO parce qu'on entend beaucoup parler de ça. Il n'y a pas besoin d'être trop technique pour comprendre ce que c'est ou en tout cas pour comprendre comment la technologie fonctionne. Les applications en fait, qui reposent sur des smart contracts sont appelées des DApps, des applications décentralisées. DApps, c'est pour Decentralized Apps. Donc l'idée, en fait, c'est de programmer une chaîne d'événements automatique qui va permettre de réaliser en fait un contrat d'assurance. Donc, le logiciel va permettre de prévoir l'exécution automatique de certaines clauses du contrat. Et la spécificité en fait d'une DApps, c'est que ça s'exécute dans l'environnement d'une blockchain qui, elle, du coup, est décentralisée. Et il peut y avoir plein de raisons du fait de dire décentralisé. C'est parce que ce sont des nœuds ou des validateurs des mineurs ou des validateurs qui vont valider une transaction. Et puis, ce sera détenu sur des serveurs qui peuvent être décentralisés. Mais il y a plein d'autres raisons aussi. Si vous allez lire le white paper d'Ethereum, ça peut être soit des noms de domaine qui sont décentralisés, les personnes qui vont l'utiliser qui va être décentralisée. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, l'idéologie à la base, c'était de dire en fait, on crée des codes qui sont open source, que tout le monde peut du coup améliorer, partager. Donc, l'idée de décentralisation aussi, elle était née avec l'idée de résilience, d'où en fait l'usage des cryptoactifs dans ce domaine-là, c'était de dire que personne ne pouvait vraiment arrêter les transactions. Et donc, derrière, si vous instanciez un smart contract, plus personne ne peut venir modifier les règles. Et c'est cette transparence et ce caractère automatique qui a fasciné le public et qui crée cette confiance en fait dans cette technologie. Puisque évidemment, cette technologie sera disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là où, par exemple, sur une banque ou un acteur traditionnel classique centralisé, ça peut prendre beaucoup plus de temps et puis il faut que ce soit pendant les jours travaillés, par exemple. Une DApps ou une DAO va pouvoir travailler de manière autonome. Les décisions vont pouvoir être prises de manière autonome en fonction des personnes qui y participent. L'idée étant que tout s'exécutera en fonction du code d'origine. La troisième notion, c'est celle d'oracle. Et pareil, on va en parler parce qu'en réalité, ce sera très utilisé dans le monde de l'assurance. Les oracles dans le monde de la blockchain, ce sont des outils que la technologie blockchain utilise pour interagir avec le monde physique. Alors, en fait, ce que ça veut dire, c'est que grâce à un oracle, un smart contract qui existe et qui s'exécute dans l'environnement de la blockchain peut s'exécuter en fonction de données qui existeraient à l'extérieur de la blockchain. Donc, un oracle, c'est un service qui va venir nourrir le smart contract
en lui apportant une information exogène, en créant un pont entre le monde de la crypto et le monde physique. Et ce qui est intéressant, c'est que certains oracles vont pouvoir vérifier des informations de sources diverses pour vérifier que, en fait, elle est correcte, ou alors donner un résultat plus précis, notamment sur les marchés. Par exemple, ils vont faire une moyenne pondérée, etc. Donc, tout dépend de comment l'oracle fonctionne. Et un des rôles, par exemple, pour moi, si j'étais un assureur, ce serait de vérifier la fiabilité de l'oracle. Donc, l'oracle, c'est la technologie, mais comment est-ce qu'il fonctionne, quelles sont ses règles de fonctionnement, et quelles sont les sources aussi d'approvisionnement de l'information. Alors, il existe plusieurs formes d'oracles. Donc, certains vont chercher des données qui sont statiques. Alors, je ne sais pas, est-ce que telle ou telle personne détient tel ou tel diplôme? D'autres vont renvoyer des signaux à chaque fois qu'il y a des mises à jour. C'est par exemple le cas dans les données météorologiques ou des données statistiques, le trafic, etc. Et puis, d'autres encore vont interagir avec d'autres logiciels ou des robots pour agréger des données, faire des moyennes, etc. C'est notamment le cas dans le monde de l'IoT, où voilà, on va avoir des technologies qui peuvent interagir entre elles, s'envoyer des données, interagir, etc. Donc, alors non, on n'y est pas encore. Les types d'oracles, je l'ai dit, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Soit c'est des oracles qui sont en ligne, donc on appelle ça le logiciel pour la météo, la température, etc. Mais ça peut être aussi des oracles qu'on appelle hardware. Donc, par exemple, pour savoir l'arrivée d'un train ou pas, d'un bus, d'un bateau, tout ça, en fait, elles vont aller se renseigner auprès de données physiques. Et du coup, c'est très pertinent dans le secteur de l'assurance, comme on va voir, puisqu'il va y avoir des cas d'usage où on va rechercher est-ce que tel ou tel train ou tel avion a eu du retard ou pas, etc. Donc, le PSAN, j'en parle ici plus parce que c'est une notion fondamentale, mais le PSAN, si vous voulez, c'est juste une résultante de la réglementation. Un PSAN, c'est un prestataire de services sur actifs numériques. Et en fait, le régulateur à l'heure actuelle, comme je l'ai dit, considère que 4 cas d'activité nécessitent un enregistrement obligatoire. C'est-à-dire que si vous dépassez ces 4 cadres, l'enregistrement n'est qu'optionnel. Donc, à l'heure actuelle, il y a des personnes qui rendent des services sur actifs numériques, mais qui ne nécessitent pas d'être enregistrées. Les 4, en fait, c'est les 3 premières bullet points, puisque la deuxième, en fait, l'achat-vente d'actifs numériques contre monnaie et cours légal, ou d'achat-vente d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques, sont 2 services distincts. Donc, dans le jargon, on dit les services 1 à 4, ce sont les 3 premières bullet points, vont nécessiter un enregistrement. Donc, c'est la conservation d'actifs numériques. Et ça, pour le secteur de l'assurance, c'est très important. L'achat-vente d'actifs numériques, donc contre une monnaie ou pas, c'est le service de courtage. Souvent, ces plateformes, en fait, soit elles vont interposer leur compte propre ou pas, mais dans les 2 cas, en fait, du coup, il y aura des gros enjeux en termes de prise de risque. Et là, on rebascule sur ce qu'on connaît dans l'environnement MiFID. Et il y a évidemment des assurances spécialisées pour tout ce qui est courtage, les MTF, OTF, etc. Et puis, exploitation de plateformes de négociation d'actifs numériques, c'est pareil, les places de bourse qui, en fait, sont désintermédiées. On n'a plus de membres de marché, ça fonctionne un peu différemment, mais le risque est le même puisque la plateforme, entre guillemets, garantit la bonne exécution des transactions entre les utilisateurs. Et donc, pareil, c'est un secteur qui a beaucoup, beaucoup de peine à trouver des assureurs qui veulent bien accompagner ces acteurs. Or, parfois, ce sont des acteurs qui sont très sophistiqués et qui ne demandent... je vois le message de Vincent. Alors, je vais aller plus vite puisqu'il est évidemment déjà assez tard. Alors, les cas d'usage, je les ai un peu évoqués pendant les notions fondamentales pour gagner du temps. Alors j'en ai mis là pas mal, donc dommages climatiques, catastrophes naturelles qui existent déjà en fait. Donc notamment par exemple vous avez des sinistres naturels, on l'a dit en fait vous allez avoir
un oracle qui va venir alimenter le smart contract. Et en fait, EtherRisk a conçu un prototype qui est basé sur l'utilisation d'API, qui va venir proposer des prévisions climatiques et qui va protéger, je ne sais pas, des fermiers de mauvaises récoltes, ou vous avez Open Weather Map aussi, qui propose de rembourser automatiquement les nouveaux mariés en cas de pluie au-dessus d'un certain seuil. Donc, en fait, ça touche vraiment tous les secteurs et les secteurs classiques de l'assurance. Vous avez des dommages en cas des couvertures en cas de dommages domestiques aussi. Par exemple, des accidents, voitures, maisons, qui sont des produits d'assurance classiques. Mais l'avantage, comme on a dit, c'est que vous pouvez avoir un smart contract qui pourra être utilisé pour l'assurance habitation avec des capteurs. Donc, par exemple, vous avez des objets connectés dans les domiciles. Grâce à ces oracles qui vont chercher l'information en dehors de la blockchain, vous allez pouvoir automatiser le remboursement ou je sais pas, la perte d'aliments, je sais pas, liée à une coupure de courant, ou même pour les entreprises. Vous avez les couvertures en cas de retard de transport, on l'a dit, les trains. Ça, pareil, en fait, vous avez AXA qui a développé un produit, je pense que vous le connaissez tous, Fidzi. Et donc, dès qu'un retard de plus de 2 heures est enregistré, le remboursement est automatique. Vous avez les contentieux dans le métavers, je ne vais pas en parler, les voitures connectées, l'assurance vie. De la même manière, en fait, vous avez le décès d'un assuré qui est constaté automatiquement, les contrats qui savent automatiquement à qui les verser. Ce qu'on attend aussi dans le futur, c'est le développement des micro-assurances sur le même schéma que les microcrédits, puisqu'on va avoir la faculté de faire des assurances sur des très petits montants. Et puis l'assurance collaborative, qui, elle, pareil, est le futur, avec les DAO qui permettent en fait de mutualiser les risques dans un smart contract et de vérifier de manière transparente comment le contrat va fonctionner. Alors, je vous ai donné, pour comprendre les risques encourus, des chiffres qui sont pour moi des chiffres clés, parce que, en fait, c'est exempt de toute considération de préjugés qu'on entend souvent dans le monde de la blockchain. Donc, ce sont des chiffres qui se rapportent notamment au risque LCBFT, donc lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme. Donc, si on regarde, je ne sais pas si vous arrivez à voir les chiffres sur la présentation ou si c'est trop petit. C'est bon, c'est bon. C'est bon? OK. Alors, donc, par exemple, dans les risques réglementaires, ce que j'ai mis en premier, ce sont le volume de cryptoactifs ayant une empreinte d'activité illicite. Alors, on entend énormément que les cryptos, en fait, sont utilisés à des fins de blanchiment, etc. Alors que quand on regarde vraiment les chiffres, il faut les mettre en perspective parce que l'usage de la crypto a fortement évolué, mais on a 15,8 milliards de dollars en 2021 qui ont soit une augmentation de 567% depuis 2020. Mais en fait, quand on regarde la différence par rapport à cette augmentation en termes d'activité illicite et le volume de transactions illicites qui a augmenté, finalement, on n'est que sur 30%. C'est-à-dire que là où vous avez une explosion dans l'usage des cryptoactifs, vous n'avez qu'une hausse que de 30% d'activité en plus de blanchiment. Donc, c'est très, très faible. Et ce qui veut dire aussi qu'on a un usage légal qui se démocratise. En 2021, par exemple, le blanchiment, ça ne représentait que 0,05% du total des transactions en crypto. Alors que, voilà, on va entendre très, très facilement dans les médias que la crypto est utilisée à des fins de blanchiment. Pourquoi est-ce que ce n'est pas vraiment utilisé à des fins de blanchiment? Parce que tout est traçable. C'est très facile de retrouver, en fait, l'auteur, l'origine des fonds et l'auteur, en fait, des transactions. Donc, par rapport au cash, notamment, évidemment que c'est beaucoup plus difficile de rendre ces transactions occultes. Ensuite, la majeure partie des risques aujourd'hui, en fait, se rapporte au vol des cryptoactifs et des escroqueries, ce qu'on appelle les scams. Donc, les revenus de scam, en fait, eux, par contre, ils représentent 82% des activités illicites en 2021. Donc, environ un tiers des projets qui prétendent avoir une roadmap, etc.,
font une levée de fonds et après disparaissent avec les fonds. Et ça, en fait, c'est en grande partie, notamment dans le secteur de la DeFi, donc pas vraiment, en fait, dans le secteur des PSAN, des prestataires sur actifs numériques, donc qui ont un enregistrement. Donc, voilà, c'est pour rassurer un petit peu aussi en disant que finalement, les acteurs qui ont besoin de ces produits d'assurance ne sont pas les acteurs qui présentent le plus de risques, en fait, de faire des activités qui sont décriées. Et pourquoi est-ce que le monde de la DeFi continue d'attirer autant? C'est parce qu'il y a une énorme flexibilité dans l'accès au crédit par des personnes privées, il y a des rendements élevés, etc. Mais bon, le pendant, c'est quand même du coup aussi tous ces risques. Je vais peut-être passer très rapidement, puisque le temps tourne, mais juste pour indiquer qu'en fait, l'activité de blanchiment, elle est aussi très concentrée. Donc, quand on dit que la crypto facilite le blanchiment, en fait, proportionnellement aux autres secteurs, et quand on regarde les portefeuilles qui sont concernés, ce n'est pas du tout exact, puisque lorsque les autorités de police bloquent des groupes, en fait, ils bloquent des gros volumes en fait, de transactions illicites. Donc, quand l'OFAC, par exemple, en 2021, a fait son intervention, en fait, elle a bloqué des fonds qui s'élevaient à des millions, parfois des centaines de millions de dollars d'un coup, en fait. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, 58% des fonds qui avaient été envoyés à des adresses illicites ont bougé vers 5 services l'année dernière. Donc, en fait, vous avez 58%, c'est presque 60% des fonds sont envoyés à quelques acteurs malveillants. Et ce n'est pas du tout, en fait, aussi propagé que ce qu'on pourrait penser. Après, ce qui rend l'exercice un peu compliqué, c'est que du coup, l'adresse d'envoi peut être brouillée, etc. Donc, ce n'est pas non plus très, très simple de retrouver ces acteurs. Mais voilà, quand même, globalement, quand vous avez affaire à un PSAN et qu'il a les outils d'analyse transactionnelle qui fonctionnent, généralement, il doit être en mesure de pouvoir bloquer les fonds dont l'origine est douteuse. Donc, il n'y a pas beaucoup plus de risques à travailler avec un PSAN qu'avec des activités qui, à la base, sont risquées dans d'autres secteurs. Et ce qui est intéressant avec les OAT, donc les outils d'analyse transactionnelle, qui sont obligatoires si le PSAN veut obtenir un enregistrement, c'est que non seulement ils peuvent identifier le risque, mais ils peuvent vous donner un score au risque, et donc de classer les transactions par niveau de risque. Donc, par exemple, il suffit d'intégrer par API l'outil pour analyser le risque de contrepartie à chaque transaction. Et derrière, on peut retrouver le niveau de risque. Et donc, une des solutions, ce serait aussi d'avoir des assurances avec des degrés de risque par appétit de risque, on va dire, pour voir un petit peu les PSAN qui font des activités très peu risquées ont des primes peut-être plus avantageuses. Et puis, il y a des assurances qui travailleront avec certains types de PSAN ou pas. Mais voilà, il y a beaucoup de solutions et on n'en parle peut-être pas assez à l'heure actuelle. Donc après, voilà, on sait s'il y a des expositions directes ou indirectes. J'avais mis également, donc je vous laisserai aller regarder les chiffres. Donc ça, c'est les méthodologies de scoring, etc. Vous avez les risques... des risques contentieux, ça, je vais les passer. Vous avez des types de contentieux, mais là, vu qu'il est moins 10, je vais les passer. Idem pour les risques juridiques. Le risque juridique le plus important étant que les transactions en fait, sont transfrontières. Donc, les titulaires des transactions peuvent ne pas être identifiés, mais surtout, on va avoir une difficulté de rattachement territorial. On va aussi avoir parfois des problématiques de qualification. Par exemple, les premières fois où les personnes avaient perdu leur clé privée ou qu'on leur avait volé leur clé privée, on ne savait pas si c'était assimilable à un vol, de l'abus de confiance, de l'escroquerie, etc. Donc, pareil, tant qu'on n'a pas une qualification juridique, on ne peut pas avoir derrière un produit adapté. Et puis, en fait, la majorité des risques sont des risques techniques. Et ça, en fait, c'est au moment du dépôt du dossier, le PSAN, en fait, doit démontrer la politique qu'il met en œuvre pour protéger les fonds qui lui sont confiés. Donc, on a des risques techniques qui peuvent être soit exogènes, soit endogènes. Ce que j'appelle exogène, c'est quelque part en dehors du protocole lui-même. Donc, c'est tout ce qui est vol de fonds. Et d'ailleurs, les vols de fonds représentent la part la plus importante
des activités illicites sur une blockchain, donc Darknet. L'année dernière, on avait 11 milliards de fonds, sur 11 milliards de fonds de provenance illégale, 9,8 milliards représentaient des fonds volés, soit 93%. Donc voilà, si y a un type de risque que vous ne pouvez pas ignorer, c'est ces questions de vol de fonds. Et en termes de volume, ça représente environ un peu moins de 500 millions de dollars en termes de vol de fonds. Alors, pourquoi je mets ces données en perspective? Comme je le disais, en fait, les PSAN vont devoir s'assurer de la cybersécurité et ils ont en fait une obligation constante d'apporter cette cybersécurité. C'est une obligation légale qui est inscrite dans le Code monétaire et financier. Pour ceux qui sont intéressés, en fait, la formulation de cybersécurité dans le Code monétaire et financier, c'est la sécurité des systèmes d'information. Donc, tous les articles qui vous parlent de sécurité des systèmes d'information, ce sont les obligations du PSAN en matière de cybersécurité. Donc, tout ce qui concerne la disponibilité, authenticité, intégralité, confidentialité des données qui sont stockées. Bon, on va avoir des agents qui proposent en fait de prévoir la perte des clés privées. Alors, en effet, notamment les conservateurs, qui sont la première catégorie de PSAN qui vont devoir s'enregistrer de manière obligatoire. Elles ont une option à l'heure actuelle, c'est soit d'avoir une assurance responsabilité civile professionnelle, soit un montant de fonds propres minimum. À ma connaissance, la plupart passent par la méthode fonds propres, parce que justement, c'est très difficile de trouver des assureurs qui veulent travailler sur ce type d'activité, peut-être parce que voilà, ils ne connaissent pas bien ou qu'il n'y a pas encore de moyens d'évaluation pertinents. C'est un secteur pas assez mature pour proposer des solutions. Donc voilà, c'est une demande de l'industrie en tout cas d'avoir ces attestations d'assurance, surtout que l'AMF demande en fait cette attestation dans les 5 jours et que en fait elle doit être renouvelée chaque année. Bon, on voit aussi que quand on regarde les risques techniques, c'est souvent l'erreur humaine qui va être problématique. Donc, j'ai mis une petite photo qui est censée être une petite blague. On voit que la personne n'a pas compris comment fonctionne, ou en tout cas n'a pas compris les règles de sécurité, puisque derrière, en fait, vous avez les recovery phrases qui vous permettent en fait de restituer la clé privée. Donc, la personne pense que ces fonds sont en sécurité, alors qu'en fait, c'est une pratique à ne pas faire. Et en fait, c'est basé sur des choses qui se sont réellement passées, des personnes qui se prenaient en photo avec un QR code ou leurs mots derrière, et en fait, qui se sont fait voler leurs fonds derrière. Donc, je passe au risque endogène, qui est le dernier bullet point ici, ce sont les forks. Malheureusement, donc je pense que j'aurai pas le temps d'en parler. Ça, en fait, ce sont des risques de mutation de la chaîne et qui vont entraîner en fait la création d'une nouvelle chaîne et qui peuvent créer une perte de valeur des tokens. Ben, je le laisse pour une prochaine fois, sinon j'aurais pas du tout le temps de parler du reste. Les risques financiers, très rapidement, ce sont les variations de cours des actifs numériques. Tout le monde le sait, les actifs numériques ont une forte volatilité sur les marchés. En fonction du PSAN qui va détenir l'assurance, selon que le PSAN, par exemple, a des fonds propres en token, selon que le PSAN garantit l'exécution d'une transaction pour l'achat ou la vente de tokens, selon que le PSAN va lister certains tokens, etc., les risques vont être différents. Le risque majeur étant bien évidemment la perte de liquidité des actifs numériques et de se retrouver avec un lot d'actifs numériques qui ne vaut plus rien et qui sont en fait voilà, à la frontière entre l'escroquerie et puis le projet qui ne fonctionne pas. Alors, la partie, entre guillemets, la plus intéressante pour les actuaires, c'est la quantification de ces risques. Comment est-ce qu'on quantifie, comment on trouve la fréquence des risques, l'ampleur des pertes, etc. Mais je vous invite à aller regarder en fait le rapport de Chainalysis, qui est un outil d'analyse transactionnelle qui tous les ans émet un rapport et qui lui donne des données très précises de tout ce qu'elle a collecté sur l'année. Donc, c'est assez intéressant. Par exemple, ils vous disent par catégorie, je ne sais pas, pour les rançons logiciels ou les ransomware plutôt en anglais, on est à 600 millions de dollars de paiements par des victimes
uniquement pour les ransomware. Donc, après, c'est intéressant pour vous de voir un petit peu déjà quelle est la typologie des types de risques en fonction de ce qui a été fait à l'étranger, mais on n'a pas vraiment, ou en tout cas à ma connaissance, l'équivalent comme données en France. Et puis, c'est de regarder les chiffres de quoi on parle, parce que pour l'évaluation de la prime, ça va être important de voir un petit peu statistiquement ce qui s'est passé dans le passé et puis de faire les prévisions. Voilà, Je peux juste poser une petite question. Quelle est la source? Comment ils savent le montant des rançons? Quelle est la source? Alors, en fait, vous avez un gros travail qui est fait par les activités à la fois donc d'analyse transactionnelle et avec les autorités de police comme le FBI, l'OFAC, en France avec Europol. En fait, ces acteurs sont tous connectés dans des associations plus ou moins privées. Et elles font du partage de données. Et Chainalysis, en fait, est le leader en termes d'outils d'analyse transactionnelle. Beaucoup d'exchanges, de wallet providers, etc., travaillent avec eux. Et derrière, en fait, eux, ils sont informés quasiment à la minute de toutes ces transactions. Et en fait, elles alimentent ces outils-là des informations qu'elles ont. Donc, c'est comme ça que, par exemple, sur un exchange, si je reçois une transaction, je sais si elle est teintée, entre guillemets, d'une activité illicite, donc que ce soit un casino interdit en ligne, activité de darknet, pédophilie, financement du terrorisme, etc. En fait, elles vous disent quel est déjà en plus le lien, c'est-à-dire en fait, on parle de à quel point la transaction en fait est directement liée ou non à cette activité. Souvent, on considère qu'après trois transactions plus loin, on n'est plus sur la même personne et la même activité. Donc voilà, après 5, 10, etc., encore moins. Donc c'est des outils en fait qui, à la minute, update avec leurs API toutes les informations qu'elles reçoivent. Donc il suffit que, par exemple, un exchange sache que telle ou telle adresse fait l'objet d'une enquête et qu'on leur indique l'identité de la personne. Eux, derrière, en fait, ils savent que cette adresse-là a fait l'objet d'une enquête, etc. Alors, évidemment, ils ne peuvent pas savoir tout de suite tant que l'enquête est ouverte, puisque c'est soumis à confidentialité. Mais bon, voilà, ils ont des connexions. Et puis, en fait, c'est un travail en commun, puisque pour pouvoir en fait bloquer des transactions à temps, il faut que les acteurs soient informés à temps. Donc, derrière eux, ils ont aussi les informations en amont. Et après, ils peuvent revérifier sur la fin de l'année que les informations étaient correctes. Je ne sais pas si ça répond à la question. J'imagine que oui. Enfin, j'espère. Que oui. J'avais fermé mon micro. Je vous continuer. D'accord. Donc après, voilà, je renvoie plutôt au rapport parce qu'il est déjà 19h et je vais parler de la dernière slide qui est en fait comment on évite, on minimise des risques. Alors, je voulais parler que d'un seul exemple, non pas que c'est le seul qui existe, mais plus parce que c'est un acteur français qui est une licorne, donc en fait, on va pouvoir en parler. Donc, les méthodes de prévention de risque, c'était on avait vu la collectivisation du risque, soit vous avez des acteurs qui font ce qu'on appelle des modules de sécurité sur les smart contracts, soit voilà, ce que Ledger propose aux professionnels, c'est ce qu'on appelle le Vault, avec des mécanismes soit de multisignature pour que plusieurs personnes, enfin en tout cas le consentement de plusieurs personnes soit nécessaire pour débloquer des fonds, et des mécanismes de seuil de validation. Donc, les enjeux pour la plupart des acteurs, c'est d'avoir cette forme de sécurité, de résilience, etc., mais également la rapidité. Et donc, l'avantage d'avoir ces signatures, multisignatures, etc., c'est qu'on a toujours la célérité des blockchains, mais en fait, les clés privées, dans le cas ici de Ledger, c'est qu'elles sont générées hors ligne et elles sont conservées à l'abri dans un HSM. Donc, c'est une technologie qui normalement est utilisée pour les cartes à puce, les services de paiement, etc. Donc, on rebascule sur des choses qu'on connaît et qui sont suffisamment sécurisées et qui ont été validées par les acteurs type ANSI, parce que les institutions financières utilisent ce genre de technologie. C'est des systèmes de chiffrement très robustes.
Et en fait, leurs utilisateurs vont interagir avec le HSM et puis en fait, ils ont des dispositifs individuels qui leur permettent d'accéder de manière sécurisée et de décider en amont des règles. Alors, ce qui est intéressant, c'est par exemple, on dit à l'assureur, en fait, rassurez-vous, nous, on a tel montant qu'on ne peut pas débloquer si, par exemple, moi, plus l'assureur, plus une tierce personne, ne validons cette opération. Ou alors, on peut avoir des seuils en disant, tel seuil, je peux le valider que si X et Y valident. Au-delà d'un seuil sur 7 jours, par exemple, glissant, ce sera ça. En fait, vraiment, c'est automatisé, enfin, c'est personnalisable de la manière que vous le voulez. Et je trouve que c'est pas mal parce que, par exemple, on peut décider que la clé va être détenue par un avocat ou alors un notaire. Ou l'assureur. Et donc, l'avantage, c'est aussi de dire soit j'ai mon backup qui est chez mon notaire dans un cold wallet, soit derrière, si je veux ne pas toucher à mon montant de capitaux propres pour m'assurer que j'ai bien tel montant derrière en collatéral auprès de mon assureur, je donne une des clés à mon assureur et je lui prouve que je ne peux pas y accéder et les gaspiller, entre guillemets, sans son accord. Et puis, le dernier exemple que je voulais donner, c'était avec les NFT. Certaines personnes incorporent en fait des risques dans un NFT et en fait, ça permet de transférer les risques par le transfert de NFT. On rebascule, pareil, sur la titrisation classique des risques et qui permet de refaire finalement tout ce qu'on connaît dans le monde financier traditionnel. Et je vais m'arrêter parce que j'ai beaucoup parlé là pour prendre quelques questions et surtout ne pas gratter sur la partie de Cyril qui intervient après. Merci beaucoup, Sarah. Vincent, tu as quelques questions, je pense, en attendant de voir les questions de la salle. Non, d'abord, merci beaucoup, Sarah. C'est passionnant, très riche. Et je crois que maintenant, on est tous convaincus sur ta capacité à bien éclairer et comprendre ces problématiques de mesure, de compréhension, d'évaluation et de prévention des risques. Alors, tu as été tellement complète qu'il n'y a pas de questions. Ah. Ou alors ennuyante. Non, pas du tout ennuyante. C'était tellement passionnant qu'on n'a même pas eu le temps d'écrire ou de réfléchir à des questions. Moi, le premier d'ailleurs. Ce que je vous suggère, c'est peut-être de passer à la présentation de Cyril et de rassembler l'ensemble des questions à la fin parce que les questions vont apparaître, je suis sûre, dans le chat. Vous voyez, on a merci, c'était très clair, explication très pédagogique. Donc, il va y avoir des questions, mais elles apparaîtront ensuite. Et donc, je propose, si tu en es d'accord, Vincent et Sarah également, de laisser mûrir les questions et de passer la parole à Cyril, qui va nous parler d'un tout autre sujet, et pourtant les deux sujets se complètent et font partie de la sécurisation de cette industrie. Donc je te passe la parole, Cyril. Bonjour à tous. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu des travaux que j'ai menés. Moi, j'ai oublié de te présenter, je manque à tous mes devoirs. Donc, Cyril Gruspan est actuaire, il est professeur et responsable de l'ingénierie financière, du département ingénierie financière de l'école d'ingénieurs ESILV. Voilà, j'ai tout dit et il a écrit un certain nombre, bien sûr, d'articles comme tous les chercheurs. Voilà, je te passe la parole, excuse-moi d'avoir oublié la présentation. Merci Florence. Effectivement, donc c'est dans le cadre de travaux de recherche que j'ai réfléchi à des questions sur les protocoles Bitcoin. Et c'est une partie de... Donc c'est ce que je vais vous présenter est une partie de mon mémoire d'actuariat que j'ai soutenu il n'y a pas si longtemps que ça au CNAM. Voilà, donc je vais vous passer quelques transparents. Alors, écran. Nous le voyons, pas de problème. Le son maintenant, est-ce qu'on t'entend? Vous m'entendez? Voilà, très bien, on t'entend. Bon,
Écoutez, n'hésitez pas à m'écrire et à m'interrompre pendant cette petite présentation. Voilà. Écoutez, comme je l'ai dit, j'ai mené ces travaux au CNAM et donc la première chose que je veux faire, c'est, même si on le fait d'habitude à la fin, c'est remercier toutes sortes de personnes sans qui j'aurais pas pu mener ces travaux. Et la première personne vraiment à qui je pense fort aujourd'hui et en ce moment, c'est à Michel Fromenteau, qui était vraiment une personne extraordinaire et qui m'a donné vraiment envie d'apprendre, de poursuivre ce master au CNAM et qui m'a encouragé qui était ouvert à ce que je fasse un mémoire un peu en dehors des sentiers battus sur mémoire, couleur et blockchain. À condition que Alexis Collomb, donc responsable de la chaire de finance au CNAM, soit d'accord. Donc c'est Alexis, la deuxième personne que je veux remercier aussi. Et puis je veux remercier Sandrine Lemery, qui après le décès de Michel Fromenteau a accepté que je poursuive dans cette direction. Je remercie beaucoup Florence Picard qui m'a soutenu depuis le début. Ça a pris du temps. Je remercie aussi Olivier Lopez parce que ce que je vais vous présenter, je le présente déjà un petit peu à l'ISUP. Je donne des cours sur le sujet, des cours sur les crypto-monnaies techniques, en fait, là-bas. Donc, je le remercie. Et puis, enfin, je remercie mon co-auteur, Ricardo Pérez-Marco, qui est directeur de recherche au CNRS et avec qui j'ai écrit plusieurs articles de recherche. Voilà. Alors, je ne vais pas vous faire une présentation de Bitcoin, vous en avez déjà eu ici. J'ai moi-même assisté en présentiel à la première de ces conférences avec Daniel Ogo qui vous a présenté en fait l'essentiel. Je me rappelle qu'il expliquait les fonctions de hachage notamment. Je sais qu'ensuite, Sébastien Choucroune a présenté le sujet à sa manière, où il a mis l'accent sur le problème des généraux byzantins. Donc, je ne vais pas vous présenter, donc je pars, disons, du principe que les gens connaissent le fonctionnement de Bitcoin. Je rappelle juste que Bitcoin, donc, c'est plusieurs choses. Il y a 3 bases de données, en fait, dans Bitcoin. Donc, il y a ce qu'on appelle l'UTXO7, donc c'est l'ensemble de toutes les transactions qui n'ont pas encore été dépensées. Et donc, c'est l'ensemble, finalement, de l'argent en circulation qui est possiblement dépensable. Il y a la blockchain, qui est donc le registre de toutes les transactions. Et puis, il y a la mempool, qui sont des transactions qui sont en attente d'être validées. Voilà. Chaque fois qu'un bloc est validé, eh bien, la blockchain, donc, augmente d'un bloc, progresse d'un bloc, et puis ça met à jour l'UTXO7, et puis ça vide une partie de la mempool. Sur le réseau, il y a des mineurs. Ces mineurs donc, sont des validateurs, ils valident des blocs et ils sont récompensés pour cela s'ils découvrent un bloc grâce à une transaction qu'on appelle généralement la Coinbase Transaction, qui vaut 6,25 à peu près, plus les frais de transaction. Donc voilà. Bon. Voilà, donc, disons, pour présenter les choses, je pense qu'une bonne façon de voir les choses, c'est d'adopter le point de vue que j'ai vu là, dans des articles de Pierre-Olivier Goffard, hein, donc un actuaire de l'ISFA, où il explique effectivement que le problème de minage, c'est un problème dual de l'assurance, puisque donc, dans l'assurance, eh bien, les sinistres arrivent de manière aléatoire et on modélise leur arrivée par un processus de Poisson. Et puis d'un autre côté, on a un flux. Souvent, on modélise l'arrivée de souscription par un flux temporel, mettons C. Et le problème de l'assureur, c'est qu'il faut toujours qu'il reste positif en partant d'un certain montant eu au départ. Voilà. Donc, il y a un risque, c'est le risque de ruine de l'assureur qui s'étudie.
Et bien là, c'est un peu pareil. Simplement, c'est un problème dual où l'argent, finalement, les rentrées d'argent, c'est les découvertes de blocs qui arrivent de manière aléatoire et c'est modélisé par un processus de Poisson, tandis que le coût, lui, est modélisé, disons, par une constante, par unité de temps. Voilà. Donc, c'est un problème dual. Voilà. Donc, c'est pour dire que finalement, tous ces problèmes d'assurance, eh bien, doivent être a priori proches des préoccupations déjà des assureurs, a priori, même si ce n'est pas le même langage, évidemment. Donc, les travaux s'inscrivent, sur lesquels j'ai travaillé, sur évidemment ce qu'on appelle des réflexions qui se sont passées, surtout au début de la création du Bitcoin. Donc, les gens sur Bitcoin Talk se posaient des questions sur la validité du protocole. Et notamment, un point qui avait retenu leur attention, c'était que les mineurs étaient obligés de publier les blocs, disons. Ils n'étaient pas obligés, mais le protocole requérait qu'ils publient les blocs dès qu'ils en découvrent un. Et les gens se sont mis à poser des questions et à se demander si c'était véritablement la stratégie la plus rentable pour eux. Et donc, on voit comme ça des fils sur le forum créé par Satoshi Nakamoto qui s'appelle bitcointalk.org. Et en fin 2013, il y a eu un article d'Eyal et Sierrer qui a montré qu'en fait, les règles du protocole Bitcoin ne sont pas alignées avec, disons, avec les intérêts économiques des mineurs. Que donc, un mineur n'a pas intérêt à suivre le protocole. Bon, et disons, il a d'autant moins intérêt à le faire qu'il a une bonne connectivité. Donc, il y a deux choses dans leurs travaux de fin 2013. Voilà, cependant, ça restait toujours énigmatique, en tout cas pour nous, et on a réfléchi avec Ricardo un peu à ce sujet, et on a compris en fait l'origine du problème. L'origine du problème est un problème dans le mécanisme d'ajustement de difficulté de Bitcoin. Parce que, en fait, disons, ce qui semble a priori pas très compréhensible, c'est que par unité de temps, on puisse obtenir plus que ce qui est prévu. Bon, je vais vous l'expliquer. Alors, pour comprendre, il faut comprendre ce qu'est une stratégie de minage. Donc, une stratégie de minage est formée de cycles d'attaque. Donc, le mineur, il cherche à miner des blocs dans son coin, ou pas, publiquement ou pas. Et puis, à un moment donné, ce sera la fin de son cycle, il revient miner sur le dernier bloc de la blockchain officielle. Donc, à ce moment, avant cet instant, il a pu imposer toutes sortes de blocs à la blockchain officielle et gagner ainsi beaucoup d'argent. On ne sait pas trop, il y a un cycle d'attaque. La stratégie honnête, c'est juste pour un mineur de chercher à miner un bloc et dès qu'il en trouve un, de le publier. Et à ce moment-là, son cycle prend fin immédiatement. Voilà. Un mineur, il est caractérisé par la puissance, par sa vitesse de calcul, la vitesse avec laquelle ces machines calculent des haches. Donc, le réseau, à peu près, il est à plusieurs centaines d'exa-hash, donc en gros 10 puissance 20 hash par seconde, en gros, en ce moment. Et donc, ce qui compte pour un mineur, c'est le nombre de hash qu'il calcule par seconde divisé par le nombre de hash que calcule l'ensemble du réseau par seconde. Et ce paramètre, on l'appelle, disons, Satoshi Nakamoto l'a appelé Q pour la puissance de hachage relative de l'attaque. Donc, je reprends ces notations. Voilà, donc si on imagine qu'un mineur mine des blocs comme ça et qu'il réalise n cycles d'attaque, eh bien, il aura peut-être réussi à placer G1 bloc au cours du premier cycle, etc., Gn au cours du n cycle. Donc, c'est-à-dire, si on fait le bilan après un cycle d'attaque et on regarde le nombre de blocs qu'a miné l'attaquant dans ce cycle d'attaque, c'est Gi. Voilà. Et ces cycles ont des durées T1, Tn. Eh bien, sur le long terme, donc, eh bien, c'était le quotient, la somme
gagné par unité de temps, c'est donc la somme des GI sur la somme des TI qui convergent en vertu de la loi forte des grands nombres, avec des hypothèses vraies en pratique, qui vers espérance de G sur espérance de T. Bref, ça c'est la quantité cible que va chercher à maximiser un mineur rationnel. Un mineur rationnel va chercher à maximiser cette quantité, à trouver la meilleure stratégie possible qui maximise espérance de G sur espérance de T. Bon. Et on voit que s'il mine honnêtement, eh bien, en fait, il va gagner Q bloc par unité de temps, Q étant sa puissance de la charge relative. Donc, la question, c'est est-ce qu'il existe des stratégies qui lui permettent de gagner plus? Voilà. Alors, jusque-là, si vous voulez, ça va, mais il y a un truc qui dérègle tout, qui est le fait que tous les 2016 blocs, il y a des ajustements de difficulté qui imposent que finalement, sur le long terme, la durée de minage interbloc entre deux blocs officiels est de 10 minutes. Et donc, la durée moyenne d'un cycle est proportionnelle au nombre de blocs officiels qui ont été multipliés, qui ont été ajoutés à la blockchain officielle. Et donc, la quantité cible importante pour un mineur, c'est donc l'espérance de G est maintenant proportionnelle à l'espérance de G sur espérance de H, qui vaut Q lorsque le mineur mine honnêtement. Et question, s'il existe une stratégie déviante, eh bien, peut-être que cette quantité sera plus grande que Q. Donc, si c'est le cas, eh bien, on voit que la quantité G de taux moins Q espérance de taux, moins QH de taux en espérance est strictement positive à un moment donné. Bon, alors, voici, voilà, je vous donne un exemple pour comprendre le problème, pour comprendre que le problème est bien réel. Donc là, ce n'est pas la stratégie de minage égoïste que peut-être certains connaissent, c'est une stratégie vraiment extrêmement simple pour un mineur. Donc, j'appelle l'attaquant Alice et puis l'ensemble des mineurs, j'imagine qu'ils sont coalisés et qu'ils s'appellent Bob. Donc, on imagine que la stratégie d'Alice, Alice cherche à miner un bloc. Si elle n'y parvient pas, elle abandonne, elle revient miner sur la blockchain officielle, c'est la fin du cycle. Et si elle parvient à miner un bloc avant Bob, eh bien, elle va attendre la découverte encore de 2 blocs. D'où le nom 1 plus 2 pour la stratégie. Elle va attendre la découverte encore de 2 blocs et à ce moment-là, elle publiera le fruit de ses activités, c'est-à-dire ses blocs, à condition qu'elle ait miné plus de blocs que Bob. Sinon, ça ne sert à rien. Bob ignorera sa production de blocs. Mais si elle aura à ce moment-là miné plus de blocs que Bob, eh bien, elle va publier ses blocs et ça va donner lieu à une réorganisation de la blockchain officielle à son profit. Donc, vous voyez, j'écris là, comme un petit étudiant, l'ensemble, disons, des résultats possibles, c'est-à-dire l'univers. Je P, c'est 1 moins Q, c'est la puissance de hachage des honnêtes mineurs. Et donc, AAA, ça veut dire que dans le cycle, Alice a été capable de miner 3 blocs d'affilée. Donc, 1 plus 2. Là, elle balance tout, ce qu'on appelle son fork, donc elle prend le pouvoir. Donc ça, c'est une probabilité Q3. Eh bien, si on fait le calcul et qu'on calcule l'espérance du gain d'Alice et qu'on divise ça par l'espérance de H, c'est-à-dire H, c'est l'avancée le nombre de blocs officiels ajoutés à la blockchain officielle dans un cycle, eh bien, on se rend compte que oui, il est possible que l'espérance de G sur l'espérance de H, c'est ce taux de rendement, que ce taux de rendement soit plus grand que la puissance de hachage relative d'Alice. C'est possible si Q est plus grand que racine de 2 moins 1, 40, à peu près 42%, 41. Et donc, si Alice a suffisamment de puissance de hachage, eh bien, elle n'a pas intérêt de publier ses blocs dès qu'elle en découvre un. Donc, elle n'a pas intérêt à suivre le protocole édicté, enfin, préconisé par Satoshi Nakamoto, dans ce cas-là. Donc, c'est un problème. Et voilà. Donc, maintenant, on cherche à se mettre, disons, à la place du mineur et à chercher la stratégie optimale. Alors,
je ne sais pas peut-être pourquoi les gens n'avaient pas cherché à faire ça, c'est quand même assez simple à faire. Peut-être parce que ça a été, disons, pollué par les considérations de connectivité. Là. Bon. Donc, oubliez, pour ceux qui connaissent la connectivité, on imagine que là, la connectivité des mineurs est nulle. S'il y a une connectivité non nulle, à ce moment-là, de toute manière, le protocole aura des problèmes, quoi qu'il arrive. Donc, au moins, si le protocole est correct, il doit être capable, il doit être robuste et au moins, lorsque le mineur n'a pas d'avantage par rapport aux autres, eh bien, le mineur doit être incité à être honnête. Donc, on place dans ce cas. Si vous ne savez pas ce qu'est exactement la notion de connectivité, ce n'est pas grave. Alors, imaginons qu'au lieu de blocs, il soit question de jetons. Donc, le mineur, il mine des blocs, voilà, et puis il peut mener plusieurs actions. Il peut attendre, c'est-à-dire chercher à miner un bloc. Ça revient à l'action finalement lancée, où on imagine qu'un joueur demande à un croupier de lancer une pièce de monnaie et en fonction du résultat, eh bien, soit la banque, si c'est pile, le joueur gagne, il gagne un jeton. Si c'est face, eh bien, la banque contre qui joue le joueur gagne un jeton. Voilà. Et ceci coûte 0 au joueur. Cette action coûte 0 au joueur s'il gagne, s'il fait pile, sinon ça lui coûte Q euros. Pourquoi Q? Parce que vous voyez, dans R de G taux moins QH de taux, on peut interpréter le QH de taux comme finalement un coût du mineur. Donc, si la banque gagne, donc c'est-à-dire que les honnêtes mineurs viennent de trouver un bloc, donc la blockchain officielle vient de gagner un bloc, donc le grand H vient de progresser de 1. Donc, c'est un coût qui vaut Q. Autre action possible, s'il a plus de blocs, si le mineur a plus de blocs que les honnêtes mineurs, il peut juste décider d'écraser la blockchain officielle. À ce moment-là, cette action lui fait perdre tous ses jetons qui sont transformés en euros. Donc, si la banque avait H jetons et le joueur H plus 1 jeton, il gagne H plus 1 euro. Cette action fait progresser la blockchain officielle de 1 bloc, donc il doit aussi payer Q pour la progression de H, de la hauteur de la blockchain officielle. Et puis, il peut aussi abandonner, et à ce moment-là, ça lui coûte 0. Eh bien, c'est tout. Voilà, et on peut regarder ensuite mathématiquement, on peut coder le truc, comme je l'ai fait sur Mathematica, pour connaître l'espérance maximale de gain du joueur, mettons, alors sous la condition qu'il ait qu'un nombre n fixé, fini d'actions possibles. Bah, à ce moment-là, on se rend compte que dès que le Q est plus grand qu'une certaine valeur de 32,9% à peu près, eh bien, l'espérance de gain maximale est plus grande strictement que 0. C'est-à-dire, concrètement, que le mineur n'a pas intérêt à suivre le protocole préconisé par Satoshi Nakamoto. Il n'a pas intérêt à être honnête. Donc, le seuil maximal, le seuil minimal, disons, c'est 32,9%, parce que la connectivité est nulle. Et voilà. Et alors, on peut s'amuser également à regarder ce que donne cette fonction. Vous voyez, donc si Q devient très grand, à ce moment-là, il fait ce qu'il veut, il n'a même plus besoin d'être malhonnête et il prend le pouvoir directement. Bon. OK. Alors, on peut regarder aussi, on peut discrétiser et chercher, le gain maximal par cycle d'attaque. Et donc imposer que l'action du joueur prenne fin s'il revient sur le dernier bloc de la blockchain officielle, c'est-à-dire s'il n'a plus de jetons, ainsi que la banque, si A égale H égale 0. Voilà, donc on peut s'amuser, on refait le même truc, et on peut imposer également que le nombre, un nombre d'actions lancées maximal par cycle d'attaque. Là encore,
on peut le coder facilement sur Mathematica et on obtient à ce moment-là que la stratégie, disons, on retrouve le racine de 2 moins 1 avec n égale 3. Et donc, la stratégie que j'ai présentée, que j'ai appelée 1 plus 2, est la stratégie en fait la meilleure pour le mineur dès que on lui impose de revenir sur la blockchain officielle après 3 découvertes de blocs. Voilà. Donc, ce n'est pas un hasard, le racine de 2 moins 1 qu'on avait calculé une première fois. Donc, si vous voulez, on comprend le problème avec ce petit modèle de pile ou face, parce que dans ce petit modèle, le joueur qui joue à pile ou face, il ne paye pas quand il gagne. D'habitude, à pile ou face, eh bien, donc, le jeu traditionnel de pile ou face, c'est je gagne, enfin, disons, un jeu déjà légèrement modifié. Si c'est pile, je gagne un jeton. Si c'est face, la banque gagne un jeton. Et à n'importe quel moment, si j'ai plus de jetons que la banque, je peux transformer mes jetons en argent sonnant et trébuchant. Alors, une stratégie très simple, c'est j'ai pile, j'ai gagné, je gagne un jeton, tout de suite, je le transforme en euros. Mais je peux garder mes jetons et les accumuler aussi. Et puis, laisser mon adversaire accumuler aussi quelques jetons. Et si j'en ai plus que lui, bam, j'écrase tout et je gagne beaucoup. Voilà. Eh bien, il est facile de démontrer que si je dois payer comme joueur à chaque lancer, eh bien, le jeu ne m'offre rien, a priori, si je dois payer à chaque lancer. Mais là, si je ne paye que les lancers qui me sont défavorables, eh bien, il y a un biais et je vais pouvoir en profiter. Voilà, le jeu est biaisé en faveur du joueur parce que je ne paye que les lancers qui me sont défavorables lorsque c'est face. Lorsque c'est face, donc je redis, face, ça veut dire que la blockchain officielle gagne un bloc. H progresse de 1. Et si c'est pile, c'est moi, de manière secrète, qui ai ajouté un bloc à mon fork. Personne ne le sait. La blockchain officielle, elle n'a pas progressé. Donc, je ne paye rien. Voilà. Et donc, je ne paye que si le résultat est voilà. Le problème donc, de Bitcoin, c'est que la fonction d'ajustement, le mécanisme d'ajustement de difficulté fait que la puissance de calcul n'est pas reflétée exactement, n'est pas prise en compte. La vraie puissance de calcul qui est reflétée. En particulier, elle ignore la production de blocs orphelins. Alors maintenant, je vais vous montrer qu'on peut sauver Bitcoin et qu'on peut rétablir ça. Alors, bon, je reviendrai peut-être sur ce slide après. Alors, je propose une modification de Bitcoin qui permet de le sauver, entre guillemets. Donc, l'idée, c'est que le vrai paramètre de difficulté doit prendre en compte la vraie puissance de hachage. Donc, l'idée, c'est de compter les blocs orphelins. Donc, ça, c'est possible. Sur Ethereum, c'est le cas. Donc, il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas le cas aussi sur Bitcoin. Donc, le truc, c'est que les mineurs n'ont qu'à inscrire les blocs orphelins qu'ils détectent. Et ensuite, ils inscrivent les preuves aussi qu'il y a des blocs orphelins. À ce moment-là, régulièrement, on peut, tous les 2016 blocs, on peut regarder le nombre de blocs orphelins qui ont été créés. Et donc, je propose donc que dans la mécanisme d'ajustement de difficulté, donc qui est écrit ici, delta prime égale delta t fois d sur t. Donc, le delta d, là, c'est la progression de la fonction de difficulté. Donc, aujourd'hui, ce delta d, il vaut 2016. Toujours, c'est en dur, c'est toujours 2016, c'est-à-dire parce qu'on ignore tous les blocs orphelins créés. Mais il faudrait que ce numérateur delta d soit 2016 plus le nombre de blocs orphelins détectés par le réseau. Et au dénominateur, le delta t, c'est le temps mis par le réseau pour valider la dernière série de 2016 blocs. Et ça, on le sait grâce au timestamp des blocs. Voilà.
Donc, je propose de faire ça. Et je dis que si on fait ça, eh bien, à ce moment-là, les règles du protocole Bitcoin seront alignées avec les intérêts économiques des mineurs. Donc, on peut revoir à ce moment-là le jeu, ce que ça change. Alors, ça ne change rien. L'action lancée coûte toujours 0. Si le mineur gagne, s'il réussit à miner un bloc secrètement, et ça coûte Q parce que s'il perd, parce que les autres minent un bloc, et donc la blockchain officielle augmente de 1. Par contre, c'est l'action écrasée qui devient plus chère, parce que lorsqu'il écrase un bloc, il va créer des blocs orphelins. Et ces blocs orphelins seront tôt ou tard enregistrés dans la fonction de difficulté et pris en compte par le réseau. Et donc, lorsqu'il écrase H bloc, eh bien, la fonction de difficulté va aussi augmenter de H, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, dans ce cas-là, si l'action écrasée va lui faire gagner H plus 1, comme tout à l'heure, mais il va lui faire perdre Q fois H plus 1. Tout à l'heure, ça lui faisait perdre que Q parce qu'il n'y avait qu'une progression de 1 de la blockchain officielle. Là, il y a une progression de 1 plus une production de H bloc orphelin. Donc, ça lui fait perdre Q fois H plus 1. Et l'action abandon est identique. Tout le monde perd. C'est jetons et c'est 0. Eh bien, on peut montrer qu'à ce moment-là, mathématiquement, oméga, l'espérance de gain maximale avec une action au plus, partant d'une situation où l'attaquant a déjà A jetons et l'autre H, eh bien, c'est toujours inférieur à P fois A. Et donc, si A et H sont nuls, eh bien, cette quantité est nulle, de sorte que l'espérance de gain maximale, c'est 0. Il ne peut pas espérer mieux que ce qu'il minerait en étant honnête. Donc ça, c'est une démonstration mathématique lorsque que le protocole modifié de la manière que j'ai proposée soit, disons, maintenant correct. Mais également, on peut démontrer, avec un petit peu de gymnastique sur les processus de Poisson, c'est pas compliqué, que même aussi lorsque la connectivité est non nulle, eh bien là encore, la formule que j'ai indiquée ici, l'espérance de jet de taux, c'est-à-dire par cycle d'attaque, l'espérance de gain maximale du mineur ne peut pas être supérieure à Q fois en moyenne la progression de la fonction de difficulté. Et donc la stratégie honnête est toujours la meilleure. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Je peux si tu peux, est-ce que parce que la stratégie, l'intérêt, la motivation et le comportement des mineurs pour Bitcoin, c'est absolument clé, puisque c'est le moteur, c'est eux qui pédalent, et sans eux, il n'y a pas de Bitcoin. Est-ce que ce biais qui existe, est-ce qu'il est réellement pratiqué? Est-ce que les fermes importantes ont ces stratégies? Est-ce qu'on peut en évaluer l'impact? Et notamment dans la difficulté qui est prise en compte dans le protocole, puisque la difficulté, l'augmentation plutôt l'abaissement de la difficulté est prise en compte dans le protocole. Comment ça se joue dans la vraie vie? Quel impact ça a pour de vrai dans le Bitcoin? Voilà, eh bien, j'ai donc bien fait d'avoir ignoré un transparent, parce qu'il va me permettre de répondre à cette question. Effectivement, dans la vraie vie, ce fait-là est ignoré, en fait, de base. Disons, c'est une faiblesse qu'a Bitcoin, c'est sûr. Et donc, ça a été mis en avant déjà. Mais le truc, c'est que cette faiblesse est difficilement exploitable. Parce que pour pouvoir l'exploiter, il faut d'abord souffrir pour faire baisser la difficulté. Souffrir parce que la difficulté, elle ne baisse pas comme ça pour Bitcoin. Il faut qu'il y ait au moins enregistrement de 2016 blocs officiels, donc il faut attendre au moins 15 jours. Donc, pendant ces 15 premiers jours, l'attaquant va miner, qui souhaiterait mener une stratégie déviante, va miner à perte pendant au moins 15 jours. Et ensuite,
il va commencer après ajustement de difficulté. Donc, si tout va bien, donc si les conditions de minage restent les mêmes, à ce moment-là, il va, après ajustement de difficulté, commencer à regagner de l'argent jusqu'à un moment donné devenir positif. Mais si les conditions de minage sont aussi les mêmes, c'est-à-dire, a priori, que sa puissance de hachage relative reste la même. Donc, c'est-à-dire que globalement, il n'y a pas, on exclut la possibilité qu'il y ait une arrivée massive de nouveaux mineurs qui soient attirés par une baisse spectaculaire de la difficulté. Or, en pratique, c'est le cas. Chaque fois que la difficulté de minage baisse, ça attire a priori des mineurs qui pouvaient être attirés par d'autres crypto-monnaies. Donc, cette faiblesse du protocole est difficilement exploitable et elle ne l'a a priori jamais été. Par contre, il y a d'autres crypto-monnaies qui sont beaucoup plus vulnérables à cela. Alors, on peut parler d'Ethereum. Ethereum est a priori beaucoup plus vulnérable que Bitcoin parce que Ethereum, qui se veut meilleur en tout, eh bien, veut valider ses blocs, disons, une durée de minage interbloc très courte, d'une dizaine de secondes, et puis un ajustement de difficulté qui se fait en continu. Donc, alors que pour Bitcoin, le temps de minage interbloc était de 10 minutes et qu'il fallait attendre encore 15 jours, 2016 blocs pour obtenir enfin des conditions où l'attaque deviendrait acceptable, bonne, eh bien là, l'attaque va devenir rentable très vite parce que l'ajustement se fait en continu et le temps de minage interbloc est extrêmement réduit. Donc ça, c'est très, très bon pour les attaquants. Maintenant, Ethereum a néanmoins, et puis en plus de cela, Ethereum rémunère les créateurs de blocs orphelins, de sorte que quelqu'un qui est un attaquant, qui réalise un cycle d'attaque, si jamais il perd, eh bien avec Ethereum, il a toujours l'assurance d'avoir un lot de consolation, puisqu'il sera toujours rémunéré pour ces blocs orphelins, pour un oncle, qui peut valoir 7/8 en gros, d'une Coinbase. Donc, c'est énorme, c'est quasiment une Coinbase pour celui qui a cherché à mener une attaque. Et quand il réussit son attaque, il peut gagner le jackpot. Donc, a priori, c'est très dangereux ce que propose Ethereum. Néanmoins, et c'est tout à son honneur, il y a chez Ethereum le fait que, et ça n'a pas été proposé pour ça d'ailleurs, mais ça tombe bien pour eux, ils ont un mécanisme d'ajustement de difficulté qui prend en compte la production de blocs orphelins de la manière que je l'ai proposée ici, ou plus ou moins la même que celle que j'ai proposée ici. Et donc l'un dans l'autre fait que le seuil de tolérance pour Ethereum est plus ou moins le même que sur Bitcoin, mais néanmoins, il n'en reste pas moins qu'une attaque sur Ethereum est tout de suite rentable, alors qu'une attaque sur Bitcoin, il faut attendre peut-être un mois avant qu'elle ne le devienne. Très bien, c'est très intéressant. Alors, je propose de faire, excuse-moi Cyril, de faire la place maintenant aux questions de la première partie, parce qu'il y en a eu qui ont été posées. Donc, je laisse Sarah, tu as accès au chat, je te laisse répondre aux questions dont tu as pu prendre connaissance. Oui, alors je vois qu'il y a Rémi qui demande, petite question sur la réglementation des données. Toutes les transactions entre adresses sont publiques et ne seront jamais supprimées de la blockchain. Si un assureur banquier propose un service basé sur la blockchain, il ne pourra jamais effacer ces données anciennes de ses bases de données. Cela ne pose-t-il pas un problème majeur au regard du RGPD? Alors, en fait, la première chose, c'est que il n'y a pas qu'une blockchain, donc c'est pas la blockchain, mais une blockchain. Il existe des protocoles qui proposent en fait des mécanismes de chiffrement qui font que les transactions ne sont pas nécessairement publiques. C'est le cas par exemple Zcash, Monero, etc. Donc en fait, pour pouvoir accéder à l'information de ces protocoles, il faut avoir soit la view key, soit être un utilisateur qui a le droit d'accéder à ces informations. Et on a notamment le développement des technologies Zero Knowledge Proof,
qui permettent en fait de partager des informations sans révéler l'information. Donc, par exemple, je veux savoir si un tel est solvable, j'ai simplement besoin de savoir si le solde sur son compte est supérieur à 0. Je n'ai pas forcément besoin de connaître le solde. Je veux savoir qu'un tel est majeur, je n'ai pas besoin de savoir sa date de naissance, j'ai tout simplement besoin de savoir que date d'aujourd'hui moins date de naissance est bien supérieure à 18 ans ou 21 en fonction des juridictions. Donc, évidemment, avec ce qui vient d'être voté au niveau européen et donc la disparition des wallets qui préservent, alors on dit l'anonymat, mais en réalité, c'est le pseudonymat, on va effectivement avoir en principe un essor de ces technologies. Alors, à l'heure actuelle, en fait, ces technologies-là ou ces tokens-là sont considérés comme des AEC, Anonymity Enhanced Coins. Et donc, d'un point de vue réglementaire, lorsqu'en fait on accepte ce genre de coin, il faut prendre des mesures de diligence supplémentaires parce que justement, les données d'identité liées au client sont moins facilement accessibles et donc demandent une vérification supplémentaire. Mais clairement, pour une blockchain qui ne chiffre pas ou permet de manière transparente d'accéder aux données, il va y avoir des problématiques. Donc, en fait, on n'est pas anonyme sur une blockchain, on est pseudonyme. D'un point de vue purement données personnelles, en fait, une personne physique, donc je rappelle qu'en fait, les personnes morales, on ne parle pas de protection de données personnelles pour une personne morale. En revanche, les personnes physiques qui composent cette personne morale, comme les dirigeants, comme les salariés, etc., eux vont bénéficier de cette protection. Et donc, on a soit une identification directe, nom et prénom, ce n'est pas le cas sur une blockchain, sauf avec les identity tokens, mais on n'y est pas encore, soit indirectement par le croisement de différentes informations. Donc, notamment, si… Excuse-moi, Sarah, je te coupe. Oui. Cyril, est-ce qu'il faudrait que vous arrêtiez votre partage d'écran, s'il vous plaît? Pardon. Effectivement. Voilà, pardon. Excusez-moi, voilà, ça y est. Donc, je disais, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Que oui, du coup, le croisement d'informations, comme l'adresse publique d'une personne avec d'autres informations qui permettent au sens de la réglementation RGPD d'identifier la personne, font qu'en fait, on va avoir des données personnelles qui vont être inscrites de manière… on va dire, qui ne peuvent pas être effacées. Alors, il y a des méthodes, cependant, pour interagir sur une blockchain sans nécessairement révéler l'information. Comme par exemple, si vous voulez prouver la titularité de quelque chose ou l'authenticité d'un document, comme Cyril l'a évoqué, on va passer par des notions de hash. Et donc, le hash permet simplement de vérifier que le hash que vous avez obtenu avec le document est bien le même que le document que vous présentez, ce qui veut dire que c'est bien le même document qui, à cette date, par exemple, a été inscrite. Donc, après, est-ce que ça va poser des problèmes? Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute manière, une donnée publique, ça fait partie des exceptions aux données personnelles. Donc, une donnée, une fois qu'elle est publique, on peut la communiquer. Mais effectivement, là, avec le fait qu'on n'aura plus de wallet pseudonyme / anonyme, et ben, une fois qu'on va faire des transactions, ça va être plus compliqué de protéger la vie privée des utilisateurs. Maintenant, pour la question spécifique des assureurs et des banquiers qui proposent des services, en réalité, le service en lui-même, on va dire qu'il se fait off-chain pour dire qu'en réalité, vous ne faites pas toutes les transactions on-chain, ça deviendrait trop cher. Donc, en fait, l'utilisateur, quand il arrive sur votre service, vous vérifiez son identité, mais tout ce qui va se passer ensuite dans votre service, ça revient en fait à l'univers classique. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que les exchanges ou les services fonctionnent un peu comme une black box sur une blockchain, parce qu'une fois que les fonds arrivent sur le service, ce qui va se passer derrière n'est pas visible des autres utilisateurs ni des autorités de police, etc. Et c'est ça aussi qui brouille un petit peu les pistes. On dit que les exchanges fonctionnent comme des mixeurs. C'est que c'est pas parce que vous, pour des raisons en fait d'efficacité, quand ils utilisent un hot wallet, ils n'utilisent pas une adresse par utilisateur en fait. Donc, ce n'est pas parce que vous la déposez sur telle adresse que quand vous allez les retirer, c'est la même adresse. C'est une hot wallet qui en fait est un ensemble d'adresses qui appartient au service, qui détient les clés privées. Et derrière, en fait, ça permet de s'assurer que
En fait, quand les personnes font un retrait, notamment des services, on va grouper les transactions dans un bloc et d'une manière. Et en fait, en fonction des mécanismes de fonctionnement, parce que toutes les blockchains ne fonctionnent pas pareil, mais les mécanismes pour rendre les transactions plus efficientes sont un peu différentes. Là, la grosse différence qu'il va y avoir après l'arrivée de la directive, de la réglementation transfert de fonds, c'est que là où les PSAN devaient vérifier l'identité à la réception des fonds, elles vont aussi devoir vérifier l'identité au retrait des fonds. Et donc, quelque part, ces informations vont être stockées. Donc, ça va être très difficile, sachant qu'on peut raisonner par cluster, c'est-à-dire que par segment, pardon. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait que vous détenez une adresse, c'est très facile, en fait, de vérifier ou de déterminer quelles sont vos autres adresses quand vous faites des transactions par le biais de ces adresses-là. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de Rémi. Oui. Je pense que c'est une bonne réponse, bien complète et claire, malgré la complexité du sujet. Il y avait d'autres questions, je crois. D'un point de vue actuariel, cela va soulever des problèmes nouveaux en termes de niveau de spécificité des produits approvisionnés. Alors, c'est Abdoulaye qui pose. Effectivement, c'est un des soucis et notamment, c'est très difficile de savoir comment quantifier et comment on va provisionner. Malheureusement, après, moi, je suis ni comptable ni fiscaliste, donc je ne suis pas certaine d'être à jour sur les règles comptables et fiscales sur ces sujets. Donc, c'est plutôt mes confrères fiscalistes qui devraient répondre et je crois que j'ai vu David Sultan dans le chat, donc peut-être qu'il en sait plus. Mais par exemple, sur les tokens qu'on appelle e-money tokens après MiCA, l'un des gros enjeux, c'est que les questions de comment est-ce qu'on peut avoir des réserves derrière les stablecoins a été relégué au niveau des actes délégués. Donc, ce n'est pas MiCA qui résout la problématique de quels sont les produits dans lesquels, par exemple, on peut investir pour considérer que c'est des réserves liquides. Ça va être des actes délégués. Et en fait, c'est une transposition par analogie de la méthode de raisonnement sous MiFID et MiFIR. Ça doit être un homonyme, je ne suis un simple actuaire. Bon, c'est un homonyme, je confirme. Et donc, voilà. Après, les règles de provisionnement, ce sera à déterminer en fonction de tous les risques là qu'on a évoqués. Mais à l'heure actuelle, malheureusement, il n'y a pas de standard que je connaisse qui permet spécialement de résoudre ces questions, d'autant qu'en fait, ça va se faire au niveau de chaque PSAN, puisque chaque PSAN va avoir des activités bien distinctes et qu'en fait, vous faites une demande d'enregistrement auprès de l'AMF, vous le faites par service. En fait, ça s'appelle PSAN pour tous, mais c'est bien une demande par service et quand vous voulez faire plusieurs services, vous faites une seule demande d'enregistrement, mais pour chacun des services. Et d'ailleurs, je vois que Maxime demande quels sont les délais pour un enregistrement PSAN. Et encore une fois, ça va dépendre du niveau de complexité et des activités. Anne, ma collègue qui était en charge des enregistrements, parfois, elle voyait des dossiers qui passaient en 2 mois et demi parce qu'ils étaient complets, très clairs et que toutes les pièces étaient produites. Certains, ça fait plus d'1 an et demi qui sont en attente d'enregistrement parce qu'il y a des va-et-vient, les réponses ne sont pas claires. Donc, c'est très variable. Je pense que j'ai répondu aussi à la question. Et à moins que je me trompe, je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions. Je crois, effectivement, et les réponses sont très, très claires. Je pense que là, Vincent, peut-être... tu avais une question peut-être, toi? Non, non, moi je n'ai pas de question en tant que telle. Tout cela est passionnant. Par contre, Dimitri pose une dernière question sur les oracles, sur lesquels effectivement un certain nombre de services reposent. Et donc, il s'interroge sur la fiabilité des données fournies par ces oracles, que ce soit à l'instant T, mais surtout la fiabilité dans le temps. Alors oui, tu as une question. Donc déjà, ça va dépendre en fait du type de données, évidemment. La question qu'on avait pu se poser, parce que mes clients sont plutôt du domaine, que ce soit des exchanges ou plutôt dans le monde des services financiers.
La question, c'était comment est-ce qu'on considère, comment est-ce qu'on retrouve des données fiables pour un prix de marché? Parce qu'en fait, on avait vu des variations de prix entre des exchanges. Donc, est-ce qu'on fait une moyenne pondérée de tous les exchanges? Mais dans ce cas-là, comment on choisit les exchanges? Est-ce qu'on choisit des zones géographiques? Est-ce que, par exemple, on considère que c'est que les exchanges européens sur lesquels on peut se fier? Est-ce que c'est que des exchanges qui sont enregistrés quelque part ou une licence? Est-ce que c'est là où il y a beaucoup de volume? Parce qu'en fait, évidemment que plus il y a de liquidité sur un exchange, plus ça reflète la réalité du prix de marché, alors que sur des exchanges qui sont moins liquides, on ne va pas forcément avoir des prix qui sont pertinents. Donc, en fait, c'est vrai que c'est une problématique pareille. Je ne pense pas qu'il y ait de réponse très claire. Évidemment que, par exemple, fiabilité des données, si c'était météorologique, j'imagine qu'on a des instituts qui sont accrédités et donc, derrière, on peut se fier à ces données-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas avoir qu'une seule source, puisque, évidemment, si on se repose tout notre service sur une seule source d'information, c'est pas satisfaisant d'un point de vue réglementaire, mais à partir du moment où on arrive à prouver que la source, elle est fiable, soit parce qu'elle est accréditée, soit parce que voilà, on peut vérifier la donnée ailleurs. Après, voilà, c'est une évaluation quelque part individuelle. Après, ça ne m'étonnerait pas que si des assureurs, par exemple, devaient vouloir partager et avoir un minimum de confiance, ils pourraient mettre en place voilà, à travers des associations qui existent, des sortes de standards qui disent, bah voilà, le standard de marché, c'est ça, et donc on accepte que telle et telle source sont fiables ou pas, on considère qu'à partir de 3 sources, c'est bon, ce genre de choses. Pareil, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Maxime. Oui, et il y a une autre question, oui, la réponse était bien. Connaissez-vous des projets ou des assureurs qui utilisent des stablecoins euros? Quels sont ceux qui seraient les plus fiables? Alors, donc déjà, il faut savoir que les stablecoins euros, il y a très, très peu de liquidité. La raison principale, c'est que en fait, les stablecoins sont notamment utilisés par les arbitrageurs pour faire des arbitrages entre les exchanges. Et en fait, la plupart des paires sont listées contre du dollar. C'est beaucoup plus rare d'avoir des paires contre de l'euro. Donc, à l'heure actuelle, en fait, le moyen d'accéder à une valeur stable sur une blockchain, c'est principalement du dollar. Donc aujourd'hui, c'est de l'USDT. Hein, le Tether, ils ont à peu près 90% du marché. Il y a des pools de liquidités qui se développent sur DeFi pour pouvoir un peu faire en sorte que l'euro-T se développe. Mais on est encore aux prémices, en fait, malheureusement, sur l'euro en stablecoin. Et puis, on va avoir les MNBC qui vont arriver, donc les monnaies de banques centrales qui vont voir le jour, mais plutôt à horizon 2027 probablement. Donc, à l'heure actuelle, je n'ai pas vraiment de réponse en disant en plus que c'est fiable. Donc, moi, je n'ai pas envie de prendre position ni d'avoir des conflits d'intérêts. Mais c'est vrai qu'il y a peu de propositions à l'heure actuelle. Merci beaucoup. Ben, je pense qu'on va peut-être pouvoir clore notre séance. Il n'y a plus de questions. Florence? Oui. En fait, j'ai vu une question de Costin Warda. Ah, bah vas-y, réponds, elle m'a échappé. Vas-y, si tu la vois. Non, mais en fait, c'est pour dire qu'il n'y a pas grand-chose comme réponse à sa question. Lorsqu'il il s'intéresse au cas où il y aurait plusieurs Alice, c'est-à-dire plusieurs attaquants dans le réseau à mener des activités a priori déviantes. Le problème a jamais été... Le problème a été considéré et traité dans des cas particuliers. Sinon, complètement, il n'a jamais été traité. Il est difficile de le faire. Voilà, c'est encore un sujet ouvert en vérité. Oui, je ne vais pas poser la question parce que ça nous entraînera trop loin. Je pense que ces deux présentations qui sont dans des sujets différents montrent encore plus, s'il était nécessaire, la complexité de ce nouveau domaine dans lequel nous a fait entrer nous ont fait entrer les protocoles blockchain, le principe de la blockchain.
avec des répercussions sur le monde réel dont on n'a pas encore idée exactement. On a vu des prémices, mais à vrai dire, on n'a pas encore vu comment les choses vont vraiment évoluer, quels vont être les acteurs gagnants, pas gagnants. Je parlais au début de la crise, d'impact sur le système monétaire. Et donc là, on voit que ce soit sur le plan que nous a développé Sarah, sur le plan des risques, et elle a fait l'effort, et on la remercie infiniment d'avoir transformer ses présentations, son mode de vision habituel pour le mettre sous forme de risque. On a attaqué le sujet sous forme de risque et on te remercie vivement, Sarah, de ça. Et on voit que quand on regarde les choses comme ça, pour le raccrocher au droit, à la réglementation, ben, c'est pas facile du tout. Ça nécessite des exercices intellectuels et puis pas qu'intellectuels qui sont importants. Et puis sur le plan des protocoles eux-mêmes, là, on a vu un exemple, mais enfin, il y a plein d'autres choses qui pourront d'ailleurs être développées puisque dans les grosses blockchains utilisées qui sont Bitcoin et Ethereum, qui sont les plus grosses au niveau international, qui sont donc sur la preuve de travail. On voit que la preuve de travail, non seulement elle est attaquée sous l'angle de la consommation d'énergie, mais elle a elle-même comme moteur la motivation des mineurs, et qu'il faut absolument comprendre cette industrie du minage pour percevoir aussi certains risques de ce fonctionnement. Donc, on vous remercie vivement tous les deux. Vos présentations, vous serez aimable de les adresser soit à moi, soit à Vincent, soit à Samuel ou Benoît, pour que nous puissions les mettre sur le site. Et également, la visio sera sur le site. Merci infiniment. Vincent, je pense que tu te joins à moi pour remercier nos intervenants, et merci à tous les participants qui ont montré à la fois un intérêt et beaucoup de remerciements sur la pédagogie et les explications.